Et nous sommes en direct. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Bonjour, Comment ça va? bien et toi? Très très bien. En tout cas, ça fait très plaisir de te revoir encore une fois. Donc là, c'est la troisième fois qu'on fait un webinaire avec toi. Et donc, content de te revoir encore une fois. Bon, je regarde le chat. Je profite pour mettre un petit message dans le chat. Bonjour à tous. Hum, Bonjour et bienvenue. Donc moi, j'entendais bien Maxime. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? N'hésitez pas à participer ici. Bonjour Thomas. Parfait pour l'instant. Bonjour Thibaut. Parfait. Simon est en train de taper. Bonjour Simon. Parfait. Eh ben, bienvenue à tous. Et du coup, nous, on était curieux de savoir un peu comment vous avez vu pour vous inscrire sur le webinaire. Est-ce que c'était parce que vous faites partie de la communauté Comet et du coup, vous avez vu ça dans la newsletter ou sur le Slack? Ou est-ce que plutôt c'était sur les réseaux sociaux et donc on était curieux de savoir ça. Est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat un peu pour savoir d'où vous venez, par exemple? Newsletter fait partie Comet. OK, parfait. Moi, je vois que vous connaissez Comet. Pam, pam, pam. Après, ce webinaire va faire partie aussi, enfin, le replay va être posté sur YouTube. Donc pour les personnes qui vont voir le replay, je me permets de un peu présenter Comet, donc et me présenter moi-même. Moi, je fais partie de Comet, j'ai travaillé chez Comet depuis 1 an et du coup, je m'occupe beaucoup de la partie communauté et surtout la partie, partenariat. Donc ça va être moi la 1re personne, le premier contact avec nos partenaires, comme par exemple aujourd'hui Blend. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de, avoir plein de partenariats sur plein de sujets différents pour vous aider au quotidien un peu. Et donc ça peut être la santé, ça peut être la comptabilité. Aujourd'hui, du coup, avec Blend, c'est tout ce qui est upskilling et voilà, pour vous permettre vraiment de vous concentrer sur tout ce qui est mission, sur vos missions à vous et vous aider un petit peu au quotidien. Donc on était aussi curieux pendant ces premières minutes, en attendant que tout le monde arrive, de savoir si vous avez participé du coup aux 2 derniers webinaires qu'on a fait avec Maxime et Blent. Je vais en profiter du coup pour les mettre les liens sur le chat. Donc c'était sur la préparation, à différentes certifications d'AWS. Donc la première c'était Cloud Practitioner. Boum, c'est celui-là. OK Geoffrey, ça fait plaisir de te revoir ici. Hein. Et le deuxième du coup, c'était plus AWS Solution Architect. Du coup, je vous mets les liens pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 premiers et pour ceux qui ça pourrait intéresser. Premier pour toi. Pam, pam, pam. Ah d'accord, j'ai compris, j'étais là pour le premier. Non, c'est le premier webinar où tu es présent avec nous. OK, pardon pour ça. Bonjour Maëva, bonjour Thomas. OK, du coup là, ça fait je pense qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Je vais en profiter aussi pour vous présenter un petit peu la plateforme Livestorm pour ceux qui connaissent pas trop. Donc là, vous voyez le chat, on en profite pour discuter, pour dire bonjour. Il y a un onglet questions, du coup, je pense que ça serait plus pertinent de poser vos questions dans l'onglet questions. En plus de ça, il y a un système de vote, donc vous pourrez voter pour la question la plus pertinente si vous avez à peu près la même question et du coup, on prendra en priorité les questions avec le plus de votes. Là, par rapport aux 2 derniers webinaires où on a pris les questions plutôt vers la fin, comme aujourd'hui, ça va être un peu plus, côté pratique, peut-être qu'il y aura des questions au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et Maxime les prendra au fil de l'eau. Ensuite, pour l'onglet sondage, on aime bien mettre un petit sondage vers la fin du webinaire pour savoir un peu plus ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc, je mettrai le sondage vers la fin, donc n'hésitez pas à le remplir. Et puis voilà pour la partie Livestorm. Donc là, on est déjà à 5 minutes depuis que ça a commencé. Donc je pense que Maxime, je vais te laisser la main. Et du coup, moi, je vais couper ma caméra, mon micro et je vous revois vers la fin. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je suis heureux d'être avec vous, comme Louis l'a dit, pour cette troisième webinaire, justement, où là, ça va être un peu plus technique. C'est-à-dire que là, on ne va pas parler certification, mais on va vraiment parler déploiement, mise en production. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut déployer une application de tout type,
qu'on appelle stateless sur la plateforme Kubernetes. Alors, si vous n'avez jamais vraiment pratiqué Kubernetes, ne vous inquiétez pas, je vais faire un petit rappel. Ici, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les applications stateless. En fait, une application stateless, ça veut simplement dire que c'est une application qui n'a pas besoin de stocker un état sur un disque ou dans une base. Par exemple, le plus connu, c'est les API REST. Parce qu'une API REST, vous n'allez avoir aucune conservation d'état entre deux requêtes successives HTTP. Parce qu'à chaque fois, pour faire l'authentification, l'identification, vous utilisez en général des jetons d'authentification. Ce qui fait que lorsque vous avez deux requêtes différentes, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien d'état entre ces deux requêtes. Et donc, c'est pour ça qu'on qualifie ces applications de stateless. Ce qui est différent des applications à l'inverse, qui sont dites stateful, où là, vous allez avoir besoin d'un état précédent. C'est le cas, par exemple, typiquement, quand vous avez des bases de données, on est plutôt sur du stateful, surtout quand vous avez des propriétés qui sont derrière. Donc là, on s'intéresse vraiment aux applications stateless, donc où il n'y a pas d'état, il n'y a pas de gestion continue de l'état. Et l'exemple le plus flagrant qu'on fait le plus souvent et qu'on va prendre, nous, dans la pratique aujourd'hui, c'est les API REST, parce qu'au final, ce sont des applications qui fonctionnent extrêmement bien, en tout cas, qui sont vraiment adaptées pour les principaux objets de Kubernetes. Alors, rapidement, petit historique de Kubernetes. En fait, comment est-ce que ça a été développé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi populaire? À la base, Kubernetes, c'est un projet qui date de très longtemps, qui a au moins, je crois, plus de 15 ans, parce qu'en fait, Google utilisait déjà des conteneurs avant même que ce soit déployé et connu du grand public, et leur orchestrateur de conteneurs s'appelait Borg. Et eux, à l'époque, bon, déjà il y a 15 ans, ils devaient délivrer quotidiennement des centaines de milliers de conteneurs sur toute leur infra globale. Sauf qu'ils se sont bien rendus compte qu'au fur et à mesure, les développeurs des autres entreprises avaient également ces besoins-là, d'orchestrer des conteneurs, ce qui n'est pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'ils ont développé donc, Kubernetes. Donc, c'est un peu une variante de Borg. Ils n'ont pas voulu proposer leur propre projet Borg parce que sans doute c'était pour des besoins internes très spécifiques à l'architecture de Google. Mais ils ont proposé Kubernetes qui est censé être plus générique et répondre en fait à la plupart des besoins des entreprises pour tout ce qui est orchestration de conteneurs. Donc, quand on dit vraiment orchestration de conteneurs, c'est le fait de pouvoir rapidement, facilement déployer des conteneurs avec une configuration qui est définie sous forme de fichier. On est un peu à la frontière entre l'infrastructure as code et du développement. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut déployer, administrer, mais également scaler tous des conteneurs sans avoir différentes interfaces ou avec une API commune en tout cas. C'est vraiment ça l'objectif derrière ce genre de plateforme. Donc, Kubernetes, c'est sans doute la plus connue. Vous en avez d'autres, hein, comme Docker Swarm par exemple. Vous avez des versions propriétaires comme ECS chez AWS, mais Kubernetes est quand même aujourd'hui le plus connu et le plus utilisé parce qu'il a l'avantage d'être fonctionnel partout. Il est assez bien documenté, il est très complet, donc c'est pour ça qu'il est c'est quelque chose de très populaire. Et comme vous l'avez entendu, la base derrière Kubernetes, derrière cette plateforme, ce sont les conteneurs. Et c'est très important parce que c'est ce qui forme vraiment le cœur du sujet de la plateforme Kubernetes. D'ailleurs, quand on fait du déploiement, les conteneurs, c'est aujourd'hui devenu indispensable. Alors, quelques petits rappels. Un conteneur, qu'est-ce que c'est? En fait, un conteneur, ça va permettre de virtualiser un système d'exploitation avec des applications qui sont installées dessus. Mais l'avantage, c'est que contrairement à une machine virtuelle, qu'on exécute en général sur des outils comme Compute Engine sur Google, où là, vraiment, on va avoir un hyperviseur qui va exécuter des machines virtuelles. L'avantage d'un conteneur, c'est qu'il s'exécute au niveau de la VM. Donc, en fait, c'est comme si on allait virtualiser un système, non pas sur un hyperviseur, mais sur un système qui est lui-même virtualisé. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué le fait de se dire qu'on se rajoute des couches, mais en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on virtualise un système d'exploitation, je pense par exemple des Debian quand on doit lancer un système sur un cloud, il faut tout virtualiser, le système, mais également les dépendances, les packages, donc les drivers, les pilotes pour que ça fonctionne bien avec l'interface haute, etc. Donc c'est un peu lourd si on veut juste déployer une application. Bah, il faut quand même avant configurer la machine virtuelle, tout le système d'opération, d'exploitation. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Alors que dans un conteneur, l'idée, c'est que vous allez uniquement virtualiser que l'application et ses dépendances. Donc plutôt que d'avoir tout un système d'exploitation avec tous les pilotes, les drivers d'installer, là, vous allez vous dire, je fais la même chose, mais au niveau de l'application de ses dépendances, ce qui fait que je ne vais pas récupérer avec moi toute la partie driver, par exemple. Et là, du coup, c'est ça l'intérêt, c'est qu'en l'exécutant dans une VM, le conteneur, il va utiliser les pilotes système, notamment les interfaces réseau,
mais il ne va pas amener avec lui les dépendances système, il va uniquement amener les dépendances logicielles. Et ça, du coup, le gros intérêt, bah, c'est déjà la flexibilité et la rapidité. Quand vous lancez une VM, il faut quand même attendre plusieurs secondes, voire plusieurs minutes dans certains cas, parce qu'il faut que la VM, elle se configure et s'exécute comme un système normal. Le conteneur, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va s'exécuter du coup au niveau de la VM, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'exécuter, de démarrer des services de réseau, des services de gestion des logs, par exemple, sur une VM, puisque là, on package que l'application. Ce qui fait que lancer un conteneur, ça se fait en même pas une seconde. C'est très, très rapide à lancer un conteneur. Donc ça, c'est très intéressant parce que dans un environnement où des fois, on doit scaler en quelques minutes, même pas en quelques secondes, bah là, on comprend tout de suite que le fait d'avoir un conteneur, c'est déjà beaucoup plus rapide, mais en plus, c'est plus flexible. Parce que ça évite d'avoir plein de systèmes différents ou d'avoir un système avec des applications différentes qui se chevauchent. Là, on va un petit peu compartimenter chaque application sur un même système. Ce qui fait qu'on va avoir, par exemple, une base de données avec une application qui ont des packages différents. Il y en a peut-être une, elle va être en Java, l'autre, elle va être en Python, mais elles vont quand même coexister sur le même système, sans se chevaucher au niveau des versions qui vont être potentiellement différentes. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant avec les conteneurs. Du coup, comme on l'a vu, sur un conteneur, on utilise un système d'exploitation comme base, qui souvent est assez léger, hein, il fait quelques mégas, on prend des exécutions légères parce qu'on n'a pas justement toutes ces dépendances de drivers qui viennent avec. On a certaines dépendances du système. Je pense par exemple, si vous lancez des applications Java, bon, bah, il faut forcément que vous ayez Java d'installer. Ensuite, les codes de l'application, évidemment le code source qui va s'exécuter, et enfin tout ce qui est dépendant supplémentaire. Donc là, ça va être propre à chaque langage, si vous faites du Python, du Java, du Ruby, ce genre de choses. Donc c'est vraiment ça un peu la structure qu'on retrouve à chaque fois dans les conteneurs pour les applications stateless. Et du coup, la plateforme la plus connue, c'est Docker, qui vous permet de construire des images et d'exécuter des conteneurs. Alors, si vous avez peut-être regardé ce qui se passe avec Kubernetes, il y a quelques mois, Kubernetes ont annoncé qu'ils allaient drop le support de Docker, c'est-à-dire qu'ils n'allaient plus supporter nativement Docker. Alors, ça ne veut pas dire que Docker est devenu obsolète, mais en fait, simplement, c'est que Docker utilise pas mal de composantes qui rendent la création d'images plus simple. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui et à long terme, on pourra encore construire des images Docker qui tourneront sur Kubernetes. Donc en fait, Docker, c'est une plateforme qui va justement nous permettre de créer ces images et de les exécuter. Donc parce que les conteneurs, on en parle jusqu'ici, les conteneurs, il faut le voir un peu comme très grossière, comme un gros fichier qui s'exécute quelque part, comme un zip si vous voulez, avec tout packagé. Mais ce zip, avant de l'exécuter, il faut évidemment le construire. Donc bah, ça, Docker, il va faire les deux, il va permettre de construire et de l'exécuter. Donc là, il faut faut bien différencier image et conteneur. Des fois, c'est vrai qu'on a tendance à les confondre. Une image, c'est vraiment le fichier système qui est utilisé pour créer les conteneurs. C'est-à-dire que c'est un peu, si vous voulez, le système d'exploitation. Alors que le conteneur, c'est vraiment l'exécution de cette image. C'est un peu, si vous voulez, comme la différence entre le système d'exploitation, qui serait l'image, et la machine virtuelle, qui serait ici le conteneur. C'est un peu le même principe. C'est pour ça qu'on dit qu'on build des images et qu'ensuite on exécute des conteneurs. Ok, alors maintenant qu'on a vraiment vu tout ça en détail, revenons sur Kubernetes, parce que c'est quand même l'objectif du jour, c'est de déployer sur Kubernetes. Donc déjà, en ayant ce qu'on a vu jusqu'ici, on comprend que pour déployer sur Kubernetes, il va déjà falloir évidemment avoir l'application, il faut quand même avoir quelque chose à déployer, mais surtout, avant de parler de Kubernetes, il va falloir construire l'image Docker, en tout cas l'image conteneur de cette application. Parce que forcément, dès qu'on va toucher à Kubernetes, il faudra à un moment donné utiliser des conteneurs. Donc ça, c'est important, le fait de savoir déjà que vous devez avoir un outil, comme Docker par exemple, qui va vous permettre de construire ces images. Et une fois que vous avez les images, on va se poser la question, comment est-ce que j'exécute les conteneurs de ces images? Et là, donc, vous avez plein de choix possibles, et forcément, c'est le but d'aujourd'hui, vous allez partir sur du Kubernetes. Donc Kubernetes, ça fonctionne un peu, si vous voulez, avec des méthodes CRUD. Donc, vous avez un cluster en général. Dans ce cluster, vous avez un nœud principal qui est le main node qui va administrer ce cluster, qui va gérer tout ça. Et vous avez des nœuds de calcul qui vont en fait exécuter les applications. Et à chaque fois, vous retrouvez, donc, dès que vous voulez faire la moindre opération, c'est-à-dire créer, modifier, supprimer, vous avez à chaque fois la même opération, get, create, patch, delete. Vous avez des opérations en fait d'interaction qui se font par intermédiaire d'une invite de ligne commande qui s'appelle kubectl. Donc, par exemple, vous avez envie de récupérer, de savoir combien, en tout cas, quels sont les nœuds actuellement présents dans votre cluster.
Là, vous faites kubectl get nodes. Du coup, ça vous retourne tous les nœuds qui sont actuellement exécutés. Vous avez envie de créer un nœud, kubectl create, etc. Donc en fait, à chaque fois, c'est vraiment ce schéma. C'est kubectl pour appeler l'invite en ligne de commande, votre action que vous souhaitez faire, obtenir, describe, patch, delete, et ensuite vous mettez la ressource qui est visée. Donc là, on va voir justement précisément ce que c'est une ressource. Donc, vous avez une certaine hiérarchie qui existe sur Kubernetes. Donc, en fait, sur Kubernetes, tout est objet, c'est-à-dire qu'on manipule en fait que des objets. Évidemment, en arrière-plan, un objet, c'est quelque chose de matériel. Par exemple, un node, ça va être un serveur, un pod, ça va être quelque chose. Mais on va dire que d'un point de vue abstrait, sous Kubernetes, on manipule que des objets. C'est ce qui permet en fait ensuite de traiter chacun de ces objets, non pas comme si c'était un serveur ou quelque chose comme ça, mais comme si c'était une ressource qu'on pouvait ajouter, modifier, supprimer à tout moment. Et l'objet le plus fondamental, évidemment, dans Kubernetes, c'est le nœud, le node. Pourquoi? Parce que le nœud, c'est l'élément euh, indispensable, indissociable d'un cluster. C'est un serveur qui va exécuter des applications. Donc, à partir du moment où vous avez un cluster Kubernetes, vous avez forcément des nœuds, et du coup, on appelle ça des nodes. Donc là, comme vous pouvez le voir à cette petite image, hein, vous avez par exemple dans ce cluster, vous avez 3 nœuds qui sont représentés ici. Nous, quand on va tester tout à l'heure de déployer, on aura également 3 nœuds. Alors, sachez que vous pouvez évidemment scaler, c'est ça tout l'intérêt de Kubernetes, augmenter des nœuds, les supprimer, les modifier. Bref, vous pouvez à tout moment modifier. Alors ensuite, l'autre objet central qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui, c'est le pod. En fait, un pod, c'est vraiment un peu une isolation logique d'un ou plusieurs conteneurs. C'est un peu, si vous voulez, comme une application atomique qui s'exécute. Par exemple, vous avez une API REST, votre API, vous l'avez développée en Java. Bon, du coup, vous allez avoir un pod qui va exécuter votre application. Alors, je dis un ou plusieurs conteneurs, en fait. En général, la plupart du temps, c'est un seul conteneur. Mais des fois, on peut en avoir plusieurs. C'est le cas, par exemple, quand vous avez besoin d'initialiser avec certaines choses particulières ou quand vous avez besoin d'avoir une autre application qui tourne en parallèle, ce qu'on appelle des sidecars. Ce n'est pas forcément fréquent, mais ça arrive. Mais en général, un pod, souvent, c'est un seul conteneur qui est exécuté et ce conteneur, forcément, il va exécuter votre application. L'avantage d'un pod, c'est que du coup, vous allez pouvoir le créer, le supprimer très facilement, mais surtout, vous allez pouvoir l'exécuter sur plusieurs machines. Ce qui fait que là, vous allez pouvoir, par exemple, avoir plusieurs instances, plusieurs exécutions de votre application sur des machines différentes. Ce qui est intéressant là, c'est que du coup, en exécutant plusieurs pods de votre même application, si un pod tombe en panne, les autres vont prendre le relais. Et c'est ça tout l'intérêt de représenter en fait une application par un pod, c'est que ces pods en fait peuvent s'exécuter sur plusieurs nœuds différents. Et ça, c'est tout l'intérêt justement derrière ce qu'on veut faire. Et enfin, vous avez les volumes. Donc, on n'en parle pas trop ici. Pourquoi? Parce qu'un volume, par définition, c'est quand vous avez soit besoin d'avoir un système de fichiers temporairement, ce qui est souvent le cas quand on exécute des applications, soit quand vous avez besoin de faire du stockage à long terme. Et du coup, si vous faites du stockage à long terme, on n'est peut-être plus forcément dans du stateless. Donc, je le mets parce que c'est important. Maintenant, les volumes, ça va être surtout quand vous avez besoin d'un disque dur potentiellement persistant, ce qui peut arriver dans certains cas, hein. Je pense à des bases de données, même si en général, on dit qu'il faut éviter d'exécuter des bases de données sur Kubernetes. Mais des fois, on peut avoir besoin de conserver le volume, enfin les données sur un disque dur. Du coup, on peut utiliser des volumes persistants. Mais bon, en général, les volumes, on peut les faire de manière temporaire, c'est-à-dire avoir un système de fichiers le temps d'exécuter l'application. Et lorsque l'application est terminée, le volume il est automatiquement supprimé. Alors là, ce qu'on vient de voir, tout ça, c'est bien beau, mais évidemment, il y a une infrastructure sous-jacente qui exécute tout ça. Et c'est là où c'est intéressant, les fournisseurs cloud, c'est que vous soyez sur Amazon, sur Azure, sur Google, sur ScaleOS, sur n'importe quoi, tous les cloud providers, en fait, ils ont relié ces objets Kubernetes avec leurs propres ressources. Par exemple, lorsque vous utilisez un nœud sur Kubernetes, sur Google Cloud, eh bien, en fait, un nœud, c'est une instance compute, une instance de VM sur Google Cloud. Ce qui fait que lorsque vous avez rajouté un nœud, vous n'avez pas forcément besoin de dire à Google spécifiquement, tiens, rajoute une compute engine, etc. En général, ça va se faire automatiquement. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'intérêt que vous avez derrière tout ça, c'est qu'au final, vu que c'est le fournisseur cloud qui va gérer lui-même euh, l'interopérabilité entre les objets Kubernetes et sa propre infra, vous pouvez travailler exactement de la même manière que vous soyez sur Azure, sur Amazon, sur Google.
Ce qui fait qu'en travaillant sur ces objets qui sont plutôt abstraits, mais en fait, vous allez vous affranchir de toute la partie infrastructure, ce qui fait que ce que vous allez faire, les commandes, vous n'aurez pas forcément besoin de connaître en détail l'infrastructure du fournisseur cloud. Parce que rajouter un nœud, ça sera quasiment pareil. Évidemment, il faudra toujours choisir deux, trois petites choses près, mais ça sera quasiment de la même façon que vous choisissez Google, chez Amazon ou chez un autre. Et ça, c'est quand même extrêmement important parce qu'en général, si ce n'est pas le cas, vous devez être spécifique à votre fournisseur cloud. Du coup, vous devez, par exemple, créer une instance de VMC GCP, vous devez créer une instance EC2 chez Amazon, etc. Alors que là, au final, vu que vous manipulez des objets qui sont abstraits, bah, vous n'avez pas besoin de spécifier en détail l'infrastructure sous-jacente. Ça aussi qui est important, c'est qu'au final, bah, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus flexible. Rien ne vous empêche d'exécuter une même application sur un cluster Kubernetes on-premise que vous avez chez vous, s'il y a par exemple des contraintes un petit peu réglementaires importantes, ou l'exécuter sur d'autres providers. Il y a même des fois, c'est possible, je sais que Scaleway le font, vous avez également la possibilité d'avoir du multi-cluster, c'est-à-dire d'avoir plusieurs clusters Kubernetes qui sont sur plusieurs fournisseurs cloud. Là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement diversifié parce qu'en fait, on fait du hybride avec des clusters Kubernetes. Donc, revenons quand même sur les pods, c'est le plus important parce que c'est ce sur quoi on va travailler. Donc, vous avez un pod, d'accord? Potentiellement, vous avez votre application. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'avoir non pas un, mais plusieurs copies d'un même pod, par exemple? Bah, forcément, ce genre de choses, ça va être à la fois pour la scalabilité, parce que si votre application reste, elle est très demandée, bah, il y a un moment donné, si vous avez trop de requêtes, vous allez saturer en termes de mémoire et de processeur. Donc, pour, on va dire, équilibrer la charge, vous allez créer plusieurs instances de votre API, donc plusieurs pods, ce qui fait que plutôt que d'avoir 100% des requêtes sur un pod, vous allez avoir 50% des requêtes sur deux pods, 33% des requêtes sur trois pods, etc. En fait, vous allez avoir plusieurs. Ça, c'est le premier point, donc le fait d'avoir des pods, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est comme des copier-coller. C'est la même application qui tourne, mais c'est juste deux pods différents, donc ils sont exécutés potentiellement sur des machines différentes. Et là, c'est le second point qui est intéressant, c'est qu'en exécutant votre application sur des machines différentes, bah, vous réduisez, les potentielles pannes, autrement dit, vous augmentez la tolérance à la panne, parce que du coup, si vous avez un des trois serveurs qui tombe en panne, vous en avez toujours deux autres qui exécutent les pods de votre application et qui seront donc capables de prendre en charge, de prendre le relais si jamais un des nodes tombe en panne et donc un ou plusieurs pods de votre application tombent en panne. Donc ça permet à la fois de load balancer, mais en plus d'être un peu plus tolérant à la panne. Donc c'est ça qui est intéressant, le fait d'avoir des pods qu'on peut répliquer sur plusieurs machines. Du coup, si par exemple vous avez un pic d'un coup, un pic de visiteurs sur votre site ou de votre API, un pic de charge, eh bien, vous pouvez rajouter automatiquement des nœuds et exécuter des nouveaux pods sur ces nouveaux nœuds, de sorte à ce que eh bien, vous puissiez load balancer et en même temps vous puissiez supporter la charge qui monte. Tout l'intérêt quand on fait du déploiement. Alors du coup, on va se poser une question, c'est que maintenant, comment est-ce qu'on va gérer justement le fait qu'on a plusieurs pods? Parce que quand on a plusieurs pods qui sont load balancés, bah, à un moment donné, on a un load balancer quelque part. C'est-à-dire qu'on a un serveur qui va accepter toutes les requêtes entrantes et qui va ensuite les dispatcher. L'avantage quand on est sur du stateless, c'est que vu qu'on est justement sans état entre deux requêtes successives, bien, ce que vont faire en général les load balancers, les équilibreurs de charge, ils vont faire du round robin, c'est-à-dire qu'ils vont un petit peu envoyer les requêtes de manière pseudo-aléatoire sur chacun des pods. Donc au final, vous n'avez pas ce souci-là. Mais la question quand même qu'on se pose, c'est comment est-ce que je peux avoir un seul serveur qui va dispatcher sur des pods qui potentiellement peuvent s'ajouter ou supprimer? Parce que du coup, c'est bien beau le fait de pouvoir ajouter ou supprimer des pods, mais comment est-ce que moi, je peux avoir un serveur frontal qui va rediriger sur les pods en sachant que ces derniers peuvent à tout moment être redimensionnés de manière dynamique? Et bien justement, ces concepts-là, ils sont pris en charge par ce qu'on appelle les services sur Kubernetes. Et les services, c'est ce qui vous permet d'exposer des pods par différentes manières, justement, en prenant en compte ce load balancing. Et c'est ça tout l'intérêt d'utiliser justement tous les objets Kubernetes. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a les secrets, les config maps, mais là, on va vraiment regarder ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est-à-dire les services et les pods. Et donc, je vous propose de pratiquer pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Alors, pour pratiquer, moi, ce que je vous conseille, ce serait d'avoir un cluster Kubernetes pour pouvoir tester. Là, l'avantage, c'est que si vous voulez un cluster Kubernetes,
soit vous pouvez en créer un sur un provider. Par exemple, sur Google Cloud, c'est assez facile de créer un cluster Kubernetes. Là, j'en ai créé un, par exemple, avec 3 nœuds pour pouvoir faire le test. Maintenant, vous avez des outils qui vous permettent de le faire également en local. Par exemple, moi, j'utilise K3S, qui est pas mal. C'est un mini Kubernetes open source que vous pouvez installer en local. Et du coup, ça vous permet bien, d'exécuter le Kubernetes sans payer des ressources dans le cloud. C'est intéressant parce que derrière, vous ne pouvez pas stopper un cluster Kubernetes normalement dans le cloud. C'est que soit vous le déployez, soit vous le supprimez. Et du coup, c'est un peu pénible, par exemple, de se dire, eh bien, à chaque fois, je vais créer un cluster Kubernetes, après, je vais le supprimer, après, je vais en recréer un autre, etc. Donc, si vous voulez justement tester un petit peu comment ça marche, moi, je le fais souvent, vous pouvez installer K3S qui va être installé en local. Et du coup, après, vous pouvez exécuter, avoir un peu plus ou moins les mêmes commandes que comme si vous étiez sur un cluster. Alors, il y a certaines fonctionnalités, évidemment, qui ne sont pas présentes, comme notamment le load balancing. Ça va se faire sur votre PC, mais ça va se faire de manière logicielle, pas de manière matérielle, parce qu'en fait, on va le voir par la suite, on a des services de load balancing sur Kubernetes, et quand vous créez un objet de load balancing sur GCP, en fait, ça va vous créer un équilibreur de charge, donc vraiment une ressource, alors que sur votre PC, évidemment, vous ne pouvez pas créer un serveur comme ça. Donc, en fait, ça va se faire de manière plus ou moins virtuelle. Mais en tout cas, ça réplique assez bien la plupart du fonctionnement que l'on a sur un cluster Kubernetes. Donc là, pour tester, je vais me connecter à un cluster que j'ai lancé directement sur GCP pour aller plus vite. Et là, je peux m'authentifier. Ok, donc là, j'ai accès, en fait, je me suis connecté à mon cluster, donc après, j'y accède par la commande kubectl. Alors, kubectl, vous pouvez l'installer facilement sur Windows, Mac, Linux, et après, ça s'exécute en une de commande. Donc, en fait, par exemple, si je veux récupérer tous mes nœuds, je fais kubectl get node. Là, je vais récupérer l'ensemble de mes nœuds. Là, je peux voir que j'ai 3 nœuds que j'ai créés il y a 22 minutes, donc c'est juste au début du webinaire, justement. Donc là, actuellement, j'ai 3 nœuds qui sont prêts à être exécutés. Évidemment, si je demande à afficher les pods, il va me dire que pour l'instant, il n'y a rien. Ce qui est normal parce que je n'ai rien lancé. Donc, on va essayer justement d'utiliser tout ça, notre cluster Kubernetes, pour notre application stateless. Et du coup, c'est quoi notre application stateless? Alors, moi, ce que je vous ai proposé, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Ce que je vais prendre, c'est une API très simple en Python. Parce que bon, l'avantage en Python, c'est qu'on peut faire une API rapidement. On n'a pas trop de dépendance. Et j'ai utilisé Flask, parce que Flask, c'est un micro-framework qui nous permet de créer des API rapidement. Si parmi vous, il y a des développeurs Python, c'est beaucoup plus simple que Django, parce que Django, c'est quand même une API pensée pour avoir beaucoup de plugins, de fonctionnalités supplémentaires. Flask, c'est très minimaliste. Vous voyez, on crée des routes en quelques lignes. Donc là, j'ai créé une application, en fait, je crée une petite application Python tout simple, où j'utilise Flask pour créer un serveur HTTP. Et là, vous voyez que je crée des routes. Par exemple, une route ici, avec la méthode get, une route predict avec la méthode post qui renvoie un JSON. Vous voyez, quelque chose de vraiment très minimaliste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais l'exécuter sur mon PC en local pour voir si tout marche bien. Parce que quand on dev, en général, c'est la chose qu'on fait. Donc, quand vous faites du Python, moi, je vous conseille très fortement, si vous n'avez pas l'habitude de faire du Python, de faire des environnements virtuels, ce qui vous permet d'installer toutes vos dépendances et vos packages au niveau du projet et non pas au niveau du système, ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs versions de Python, des packages différents sur chaque projet que vous travaillez, sans avoir des conflits sur votre propre machine. Moi, je vous conseille vraiment, par exemple, de créer un petit environnement virtuel. On vous enverra des ressources à la fin. Je vous ai mis un petit readme justement pour avoir toutes ces commandes-là. Pour le fait que, voilà, upgrader clip, j'active avant. Comment est-ce qu'on fait tout ça, les petites ressources. Et moi, j'installe ensuite les requirements, qui sont simplement les références au package qui sont nécessaires. En l'occurrence, ici, c'est Flask et j'ai Unicorn. Donc là, j'installe toutes mes dépendances, tous mes packages, et ensuite, je vais l'exécuter. Donc là, ce que je suis en train de dire concrètement, c'est que je vais exécuter mon application sur le port 5000. Donc, je peux faire un Flask run. Hop. Et donc là, il me dit que running on localhost 5000. Et du coup, si je vais sur mon PC à localhost 5000, je peux voir que j'ai le hello qui s'affiche.
conformément à ce que j'avais dit ici. Donc, mon API fonctionne, alors évidemment, elle serait plus complète en réalité, hein, c'est une API très très simple, mais vous voyez, du coup, on a une API qui est exposée simplement avec Flask. Donc là, que vous fassiez du Python, du Java, du Ruby, du Go, ce que vous voulez, cette API, vous allez vouloir l'exposer, justement, au grand public. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que d'abord, première chose à faire, c'est d'exécuter le conteneur. Parce que pour exécuter le conteneur, il vous faut une image. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va définir l'image. Avec Docker, comment est-ce qu'on peut définir une image? C'est assez simple. Enfin, c'est simple, évidemment. Sur la configuration, après, créer l'image, ça peut dépendre des projets. Des fois, ça peut être plus compliqué. Mais en fait, Docker, lui, fonctionne de cette manière. Vous avez un fichier qui s'appelle Dockerfile, dans lequel vous allez mettre, les unes à la suite des autres, toutes les commandes pour créer votre conteneur. Et voici à quoi ressemble ce fichier. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire dans ce conteneur, c'est comme si vous vous connectiez à une machine vierge et vous allez lancer vos commandes bash, Linux, pour exécuter vos installations. Donc là, par exemple, je suis en train de dire, je vais récupérer une image Ubuntu, donc je vais me baser sur une Linux de base. Je vais installer des packages, notamment Python, parce que par défaut, Python 3 n'est pas installé. J'installe Python 3, j'installe des dépendances supplémentaires, etc. Je récupère mes fichiers locaux. Avec copy, ça va me permettre de copier un fichier que j'ai localement, c'est-à-dire un fichier qui est ici. Ça va me permettre de le copier directement dans l'image Docker et donc de pouvoir l'exécuter. Donc là, par exemple, hop, j'ai des petits dossiers en trop. Au final, moi, je n'ai pas grand-chose à copier, hein. Ce que je dois copier, c'est simplement le requirement pour installer mes dépendances et le fichier app.py. C'est tout. C'est uniquement besoin de ces deux fichiers pour fonctionner. Évidemment, en pratique, si vous aviez une vraie API, vous auriez des dizaines de fichiers de dossiers, mais ça se fait de manière récursive. Et ensuite, vous dites, par exemple là, j'expose le port 80. Hop, expose 80. Et ensuite, vous avez CMD où vous allez définir quelle est la commande que je vais exécuter pour mon conteneur. Et le conteneur, du coup, il va se baser là-dessus. Donc, on utilise JUnicorn. JUnicorn, en général, quand on fait des API Python, c'est plus conseillé. Parce que si vous regardez bien dans la console, quand j'ai fait mon Flask Run, Flask m'a dit que voilà, c'est un serveur de développement, ne pas utiliser pour la production, ce qui est normal parce que ça peut sauter sans raison. Donc, en général, quand on fait des API Python, vous exécutez plutôt du JUnicorn ou alors du Supervisor D. Vous avez, pareil, après en termes de déploiement, vous avez le choix. En général, JUnicorn, ça marche très bien. Donc là, vous dites en fait que JUnicorn va exécuter votre API avec 4 workers dans l'image Docker. Donc 4, là, vous avez un peu scalé verticalement au sein du conteneur. Vous allez exécuter 4 instances en arrière-plan de votre API qui vont se greffer sur le port 80. Donc là, vous avez défini tout ça. Donc là, vous allez commencer à build l'image. Donc comment est-ce que vous buildez l'image? En supposant que vous ayez Docker installé, vous faites Docker build. Vous allez taguer l'image. Alors moi, je vais la taguer avec un nom particulier. Je vais l'appeler du coup, pour pouvoir la publier, je vais l'appeler comet stateless. Hop, qu'on envoie ici. Et je mets point pour dire que je vais builder ce qui est dans ce dossier. Ok, donc là, moi, j'avais déjà des choses en cache. Vous voyez que c'est assez rapide. Chez vous, ça peut prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que vous devriez peut-être télécharger l'image Ubuntu, ce qui peut prendre quelques minutes. Ça va dépendre de votre connexion. Bon, moi ici, j'avais déjà buildé des images plus ou moins équivalentes. Du coup, vous voyez que c'est mis en cache. Donc, c'est assez rapide. Ça, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est buildé, après, pour faire des modifs, c'est plus rapide. Parce que ça met en cache toutes les infos. OK. Alors là, avant de l'exécuter, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut héberger quelque part sur un registre cette image de conteneur qu'on a exécutée. Le problème, c'est que soit vous le faites de manière publique, c'est ce qu'on va faire nous, soit vous le faites sur un registre privé, ce que vous faites en général si vous êtes en entreprise, parce que vous n'avez pas envie que n'importe qui puisse exécuter votre application. Sauf que quand vous avez des registres privés, il faut le dire à Kubernetes, parce que sinon, il ne sait pas. Nous, pour simplifier, l'objectif ici, on va le mettre sur Docker Hub. C'est un peu, si vous voulez, un équivalent du Git pour des images Docker. Donc là, je vais me connecter. Ça va me permettre d'envoyer directement une image en public, que vous, d'ailleurs, vous pouvez récupérer. Si vous voulez tester sans builder vous-même l'image Docker, vous pourrez directement le faire vous-même. Donc là, je l'ai appelé comet stateless. Donc je vais créer un repo. Et ensuite, je vais faire un docker push stateless et ça va l'envoyer.
Hop, je vais le mettre ici, Docker push. Alors, il se peut qu'il me demande, non, je suis déjà logué, donc c'est bon. Voilà, bon, elle pèse un peu lourd quand même. Bon, après, ici, je n'ai pas optimisé l'image, hein. Je pense qu'on peut faire mieux. C'est bon, Ubuntu, déjà, c'est pas très léger. Je crois que c'est facilement déjà 100 mégas. Donc, je ne l'ai pas optimisé à fond. On peut tout à fait optimiser. En général, les API Python, si on se débrouille bien, on peut avoir du 100 mégas. Après, Python, les packages, ils sont assez lourds quand même, ils prennent de la place. C'est pas autant que Node, mais ça prend quand même un peu de place. Donc là, si je vais dans Tags, voilà, je peux voir qu'elle a été postée il y a quelques secondes, donc à l'instant. En taille compressée, ça fait du 180 mégas. Donc en fait, justement, maintenant, bah, j'ai envie d'exécuter un pod qui va exécuter ce conteneur. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, je peux aller directement sur mon Kubernetes. Hop. Là, si je fais kubectl getPod, j'ai pas mon pod qui tourne. Et donc là, du coup, je pourrais tenter de me dire, je vais créer justement un pod, je vais l'exécuter. Vous pouvez le faire de deux manières. Soit le faire en ligne de commande, c'est-à-dire là, vous faites kubectl, create, pod, etc. Ça, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous faire quand vous allez avoir beaucoup de paramètres, ça va vous faire des commandes qui sont assez longues. Et en plus, pour versionner, si vous faites du Git, etc., c'est vraiment pas bon parce que du coup, vous n'avez pas de traçabilité. Donc en général, on vous évite au maximum de faire des commandes en fait sur Kubernetes. Vous utilisez ce qu'on appelle des fichiers YAML. Alors, un fichier YAML, on aime ou on n'aime pas. Je sais que des fois, c'est pas évident parce que ça peut être, c'est que de l'indentation, c'est comme du Python. Et en fait, vous allez configurer tous vos paramètres de vos objets, de vos pods, de vos services, etc. Vous allez les mettre en fait dans un fichier YAML. Vous allez en fait avoir toutes vos configurations. L'avantage de ça, c'est que ça permet automatiquement d'avoir une vue plus claire, mais aussi de pouvoir versionner plus facilement. Et ensuite, l'autre avantage, c'est que ça permet également à Kubernetes de voir l'état actuel et quel est l'état désiré. Par exemple, ici, on peut dire je veux tel ou tel paramètre avec telle ou telle configuration. On exécute. Et là, vous dites, bah, tiens, j'ai envie de modifier ce paramètre et j'ai envie de mettre un autre chiffre. Et bien du coup, Kubernetes sera capable de voir quelle est la différence entre ce qui tourne actuellement et votre nouvelle configuration demandée. Du coup, ça va devenir ce qu'on appelle l'état désiré, c'est-à-dire ce vers quoi vous avez envie de tendre. Et ça va se faire de manière très on va dire fluide, parce que Kubernetes, il est adapté pour ça. Alors là, comment est-ce qu'on va faire? Je vais exécuter mes pods. Sauf qu'en exécutant mes pods, ce qui va se passer, c'est que je n'ai pas forcément envie d'en exécuter qu'un seul. Je vais en exécuter, par exemple, 3 ou 4. Parce que, justement, on l'a dit, pour scaler, pour la tolérance à la panne. Plutôt que de créer 3 pods différents, ce qui pourrait marcher, hein, mais le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un deployment. En fait, un deployment, ça vous permet d'exécuter en parallèle un nombre constant de pods identiques. Donc là, par exemple, typiquement, je peux très bien dire, je vais créer un deployment que je vais appeler API tout court. Je vais juste l'appeler API. Et en fait, dans ce deployment, je définis les specs, qui sont les configurations, où je détermine combien de pods je vais exécuter. Par exemple, je vais en mettre 3. Je vais définir un selector, c'est ce qui me permet d'identifier un pod avec un deployment. Donc là, par exemple, je vais l'appeler pod API. Et ensuite, je vais définir les configurations de mes pods. Et bien, mes pods, ils vont exécuter comme image, je vais l'API ML. Là, par exemple, l'API que je vais tourner, eh bien, c'est celle que j'ai envoyée. Donc, c'est la fameuse blend commit stateless que je vais mettre ici. Donc là, je vais leur dire de m'exécuter cette image sur le port 80 du conteneur. Et vous pouvez spécifier des ressources pour éviter, en fonction des besoins. Bon, là, j'ai mis 1 giga, c'est peut-être beaucoup. Et je vais lui mettre uniquement 0,4 giga avec un demi CPU. Et au maximum un CPU. C'est ça que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des limites. Les limites, en fait, c'est ce qui permet, là, ça veut dire que je suis en train de dire concrètement que mon API, elle a garanti 500 mégas de mémoire et garanti 1,5 CPU, mais qu'elle peut, si besoin, c'est-à-dire s'il y a de la place sur le nœud sur lequel elle est exécutée, elle peut aller jusqu'à 1 giga de CPU, de mémoire et 1 CPU. Donc, en fait, les ressources de votre pod vont se situer entre request et entre limites.
Donc, une fois que vous avez ça, là, en fait, concrètement, ce que vous êtes en train de dire que là, vous allez exécuter 3 pods qui vont être constants. Et ce qui est très intéressant ici, c'est l'histoire des labels. En fait, il n'y a le seul lien que vous pouvez avoir entre vos objets sur Kubernetes, c'est les labels. Il n'y a pas de notion de dépendance. Il y a uniquement une notion d'identification par label. Ça veut dire que là, par exemple, comment est-ce que vous allez relier un pod avec un deployment? Eh bien, c'est grâce au label. Match labels. En fait, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tous les pods qui ont le label app de .pod API, eh bien, ils vont être interceptés comme étant les enfants du deployment. Et en fait, cette relation entre des labels, elle est omniprésente sur Kubernetes. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être un peu compliqué parce que quand on a beaucoup de labels, on ne sait plus trop où on va. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'identifier un petit peu ce qu'on est en train de faire. OK, on essaie de déployer. D'accord? Alors, pour essayer de déployer, moi, je vais vous montrer en live avec Pmux pour que vous voyez les deux. Hop. À droite, je vais faire un kubectl get pause. Vous voyez au fur et à mesure ce qui se passe avec un rafraîchissement. Et à gauche, je vais me déployer dans mon API ici. Donc là, j'ai mon dossier KVTest qui contient donc un fichier deployment que je vais appliquer. C'est le fichier que je viens de vous montrer et le fichier service. Donc déjà, je vais lancer mon deployment. Donc comment est-ce que je fais? Bien, kubectl comme d'habitude. Quand je veux donner un fichier, apply, vous allez dire que vous allez appliquer une action, appliquer un état. Donc ça va créer une ressource, ça va en supprimer, ça va dépendre de l'état que vous demandez. Et là, l'état avec -l, je lui dis eh bien, de regarder l'état désiré va être celui qui est défini tel quel dans ce fichier. La deployment. Hop, vitesse, deployment. C'est parti. Et là, si vous regardez à droite, voilà, vous avez les 3 pods qui sont créés. Pourquoi? Parce que du coup, dans mon deployment, j'ai dit qu'il fallait 3 pods. Donc là, actuellement, il est en train de créer 3 pods. Vous voyez que je suis en container creating, c'est normal parce que là, ce qu'est en train de faire Kubernetes, c'est qu'il est en train de récupérer l'image parce qu'il ne l'a pas sur son nœud, sur ses nœuds. Donc pour récupérer l'image, forcément, il faut un petit peu de temps, ça prend du temps parce que l'image, elle pèse quand même 400 mégas. Enfin, un peu moins, mais il y a ce temps de téléchargement. Et vous avez les API qui sont exécutées. Si on retourne si je reprends par exemple Google, il se peut qu'il y ait une action qui soit déclenchée. Par exemple ici, il est en train de scaler automatiquement. Alors là, je pense qu'il ne peut pas parce que je crois que j'ai désactivé. Donc ça va dépendre des ressources que vous mettez. Par exemple, là, c'est ça qui est intéressant avec ce qu'on a vu. On se rend compte que peut-être que j'ai donné un peu trop de ressources. Bon, bah, je me rends compte que j'en ai pas besoin de 3, mais que de 2, et que 1 giga, c'est peut-être un peu beaucoup. Bah, c'est pas grave, regardez. C'est ça l'intérêt d'avoir des fichiers YAML. C'est que vous vous dites, bon, ben, j'en déploie que 2. Et au final, je ne leur donne pas autant. Je leur donne que, allez, on va dire 0,4. Vous vous dites, là, j'ai envie de baisser les ressources, ou à l'inverse, je vais les augmenter. Hop, j'enregistre, et je refais la même commande, apply. Ce qui va se passer, hop, il va supprimer tous ceux ensuite qui ne sont pas nécessaires, et là, il va en recréer un autre avec des performances plus faibles. Donc c'est ça qui est intéressant, là, le fait d'aller vers un état désiré, c'est que tout ça, toutes ces actions là, qui vont être faites un petit peu en live, bah, ce n'est pas à nous de les faire. En fait, nous, on a uniquement besoin de définir l'état vers lequel le pod va se diriger, et ensuite, ça va être fait automatiquement. Ça va être fait tout seul. Là, il a lancé un nouveau, par exemple. Il attend, lui, c'était le premier qui a été lancé. Il va le shutdown bientôt. Pourquoi? Parce qu'il a trop de compos, trop de ressources. Sauf qu'avant de le shutdown, il attend que le deuxième soit bien exécuté avant de terminer le premier. Parce que sinon, vous allez retrouver avec une baisse de ressources. Donc, quand il doit faire une mise à jour, il le fait il le fait pas en brut. Il attend que les nouvelles applications, les nouveaux pods soient lancés avant justement de supprimer les anciennes. Ce qui fait que là, vous voyez qu'on est passé de 3 à 2. Et on peut repasser de 2 à 3, de 3 à 2, comme on le veut. Là, à tout moment, je peux très bien dire, bon, en fait, non, je veux bien 3. Hop. Donc, du coup, si je dis ça, il va m'en créer un troisième. Vous voyez, c'est extrêmement facile toute cette partie de gestion parce que là, nous, on a uniquement besoin de définir les paramètres. Toute la partie configuration, approvisionnement va être gérée à notre place. Bon, on a 3 pods qui tournent, c'est très bien, ça marche bien. Mais on aimerait accéder à nos pods. Maintenant, on aimerait pouvoir requêter dessus.
Si je regarde, je peux récupérer l'adresse IP des pods. Faire un describe pod, et là, je vais prendre le premier Python le plus récent. Voilà. Vous voyez que j'ai plein d'infos, j'ai son IP par exemple, j'ai toutes ces paramètres. Mais le problème, c'est que l'IP, si vous regardez bien, l'IP, c'est une IP interne. Et en fait, tous les pods sur Kubernetes ont une IP interne, qui est gérée par Kubernetes, mais n'ont jamais d'IP publique. Ce qui fait que je ne peux pas requêter publiquement sur, sur mon API. Pour ça, j'ai besoin d'utiliser notamment les services. Et c'est les services qui vont me permettre de créer, d'exposer en fait mes pods directement avec une adresse IP publique. Alors, je peux le faire soit en local. Si c'est en local, c'est-à-dire une IP interne à Kubernetes, dans ce cas, on fait ce qu'on appelle du cluster IP. Ça, c'est bien quand vous avez des services internes qui doivent communiquer entre eux sur Kubernetes. Mais là, vu que c'est une API qu'on veut exposer publiquement, bah, il nous faut une IP publique. Donc, il nous faut un load balancer. C'est pour ça que là, vous allez créer un service qu'on va appeler load balancer. Donc là, ce service, vous dites que le load balancer va recevoir sur le port 80, qui va ensuite envoyer sur le port 80, le target port de vos pods. Donc en fait, ça vous permet vraiment de créer un load balancer comme si c'était le cas sur votre infra. Donc, vous voyez que je mets côte à côte. Et ce qui se passe là, c'est très important. Comment est-ce que vous allez relier, ou plutôt comment est-ce que vous allez dire à Kubernetes que sur load balancer, il doit renvoyer vers les pods que vous avez créés? Et bien encore une fois, c'est avec les labels, justement. Là, vous avez vos pods de votre deployment qui ont un label pod API. Bien, du coup, ce label, vous devez exactement prendre le même ici. Si vous ne mettez pas le même, si vous mettez autre chose, en fait, votre service, il ne va pas comprendre parce que vous allez rediriger vos requêtes vers des pods qui n'existent pas. Donc, vous avez un problème. Vous allez avoir une erreur Gateway 502. C'est pour ça que c'est très important ici. Donc, n'hésitez pas des fois à bien regarder entre les différents fichiers, à ce que vous ayez bien mis le bon nom, d'accord? Que ce soit bien les bons labels que vous avez mis en place. Donc là, on va lancer ce service pour pouvoir l'exposer. Parce que là, si vous regardez bien, hop, je vais afficher ici. Si je mets kubectl, je vais faire pareil en continu. Là, vous voyez que j'ai un service, donc le cluster IP, c'est le service interne à Kubernetes pour la communication interne. Et du coup, là, il me faut mon service pour exposer mes ports. Donc, je vais faire kubectl, pareil, apply f de mon service. Et hop, j'ai un nouveau service qui se crée, load balancer. Donc là, vous voyez, j'ai le cluster IP, donc là, c'est l'IP interne, qui ne va pas me servir ici pour exposer publiquement. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'IP externe, qui va me permettre d'avoir l'IP public Internet du serveur. Et là, il faut attendre un petit peu parce que load balancer, c'est un serveur qui se lance. Donc, ça peut prendre quelques minutes. En général, c'est assez rapide, hein, ça prend quelques dizaines de secondes. Et il faut attendre que le service fonctionne, il soit en place pour pouvoir l'utiliser. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais requêter sur cette IP publique qui va m'être affichée, en fait, ça va rediriger vers un des trois pods. Un des trois, tout simplement parce que c'est du load balancing que j'ai demandé. Donc forcément, vu que c'est de load balancing, ça va aller sur un des pods différents. Là, j'ai l'adresse IP externe qui est apparue. OK. Donc, je peux essayer justement de requêter dessus. Et là, hop, regardez, ça marche bien. Alors, faites attention, si vous êtes sur Chrome, Chrome, par défaut, il met du HTTPS. Et là, faites bien attention, on est sur du 80 et pas sur du 443. Donc, en HTTP, vous voyez que j'ai bien le hello qui s'affiche. Je peux vous l'envoyer pour vous tester par vous-même. Et vous allez là aussi pouvoir requêter, accéder à mon API. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que votre API, vous allez pouvoir, par exemple, à tout moment, encore une fois, modifier votre code. Par exemple, vous n'en mettez que 2. Et ça, le load balancer, il va gérer tout seul. C'est-à-dire que le fait que vous allez supprimer, que je retrouve, un pod, ça va être totalement transparent pour vos utilisateurs parce qu'au final, le load balancer, il va gérer lui-même le fait que vous êtes en train de supprimer une target. Et du coup, il va désenregistrer cette target automatiquement, ce qui fait que pour nous, totalement transparent. Pour l'utilisateur, c'est également totalement transparent. Il ne va pas se rendre compte qu'il y a un serveur en moins. Et là, c'est ce qui va vous permettre de scaler à l'infini quasiment, parce qu'au final,
vous allez pouvoir le faire sans problème. Alors, c'est une IP qui est statique par défaut. Les load balancers, ils sont statiques sur GCP. Ça dépend des. Justement, c'est ça que c'est une bonne question. Ça dépend des fournisseurs. Là, si vous modifiez votre service, normalement, il ne sera pas modifié. Donc, l'IP externe sera la même. Mais du coup, il faut faire attention. Il peut y avoir des choses différentes qui peuvent se passer. Normalement, elle est réservée. C'est-à-dire que là, du coup, si vous redémarrez votre load balancer, si vous ne changez pas, attention, si vous ne changez pas de service mais que vous redémarrez, l'IP ne changera pas. Maintenant, c'est pour ça que en général, ce que je vous conseille de faire si vous êtes sur du GCP par exemple, c'est de faire un DNS resolver. Comme ça, la résolution DNS entre votre DNS et l'adresse IP du load balancer, elle se fera automatiquement par GCP ou par Amazon. Même si vous changez d'adresse IP, au final, la résolution DNS, ça se fera directement. Parce que du coup, là, en effet, ça peut arriver, hein, si jamais je supprime et que je relance le service, votre adresse IP change. Ce qui fait que si vous avez un CNAME, par exemple, sur votre DNS, qui n'est pas géré par le fournisseur, ça peut un petit peu changer. Donc moi, je vous conseille quand même de faire des résolutions DNS pour éviter ce genre de choses, justement, parce que du coup, vous pouvez... normalement, on ne modifie pas trop un service une fois qu'il est en place, mais voilà, vous savez, il y a toujours ces soucis-là. Mais ça se règle plutôt au niveau du DNS. C'est plutôt pour le DNS qu'on va gérer tout ça. Donc voilà pour l'API. Donc là, elle est fonctionnelle. Je peux travailler dessus. Et là, vous voyez, l'avantage, c'est que vu que c'est du stateless, en fait, on a cette possibilité de pouvoir à tout moment modifier sans que ça ait de répercussions sur le reste, parce que c'est du stateless. Si jamais vous êtes sur du stateful, là, par contre, vous pouvez peut-être pas forcément le faire aussi facilement. Je pense par exemple, alors pas WebSocket, parce que WebSocket, vous avez de base une connection upgrade qui va se faire par le load balancer, mais il y a certains cas où, avec du stateful, vous ne pouvez pas modifier votre déploiement comme ça. Donc là, le load balancer, il est vraiment adapté pour du stateless. Si vous voulez du stateful, là, il vous faudra peut-être d'autres outils comme du HTTP proxy ou des ingress. Alors, Igor qui me dit, le service load balancer semble open bar. Y a-t-il des configurations sur le service afin de le sécuriser et restreindre les accès? Alors, par défaut, oui, c'est open bar, parce que par défaut, on dit on ouvre le port 80 et tout le monde peut aller dessus. Alors après, il y a deux choses. Non seulement, normalement, quand on a des API, on fait de l'authentification, ce qui va permettre justement eh bien de faire en sorte qu'une personne requête sur une API mais n'a pas accès aux choses qu'il y a derrière. Maintenant, si on veut faire un contrôle, notamment au niveau des ports et notamment au niveau des blocs CIDR, là, du coup, on peut le faire avec Load Balancer. Je regarde hop, la documentation. On peut le faire soit avec Load Balancer, mais moi, ce que je vous conseille, dans ce cas-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un ingress contrôleur sur Kubernetes. Et en fait, les ingress, ils sont beaucoup plus complets parce qu'ils vont vous permettre de définir justement des stratégies d'accès en fonction du chemin. C'est-à-dire que par défaut, là, avec un load balancer, tout le monde est redirigé de manière un peu, de manière, on va dire, aléatoire sur les pods. Maintenant, si vous voulez faire des choses un peu plus dynamiques, comme par exemple des règles basées sur l'hôte, basées sur l'origine de la requête ou encore sur le chemin de la requête, si c'est HTTP, HTTPS, s'il y a un slash quelque chose, etc., vous pouvez utiliser des contrôleurs ingress. Donc par défaut, c'est un Nginx qui est sur Kubernetes. Et voilà, vous pouvez avoir plein de contrôleurs différents, ce qui vous permet en fait de sécuriser un peu plus. Je sais par exemple que vous avez la possibilité de vérifier la connexion et l'authentification au sein du ingress. Vous pouvez faire l'authentification directement au niveau du ingress. Bon, ici, c'est en basique. Moi, je vous déconseille. Normalement, on sera plutôt sur du Auth ou du JWT. Mais du coup, ça vous permet de faire l'authentification au niveau du ingress et non pas au niveau de l'application. Donc ça peut être sympa justement si vous voulez bloquer les connexions avant même qu'elles atteignent votre application. Déjà de bloquer les connexions au niveau de votre load balancer, en tout cas de votre point d'entrée. Là, ça peut être sympa. À quel niveau il faut installer un certificat SSL pour du HTTPS? Alors, le SSL, il ne sera jamais au niveau des pods. C'est une bonne question. Il sera toujours au niveau des services. Alors, si tu veux ajouter un SSL au niveau du service, il y a plusieurs possibilités. Soit tu le fais en ajoutant une configuration directement. Donc, par exemple, si tu tapes SSL load balancer Kubernetes, tu auras directement les propriétés pour le faire. Voilà, il faut utiliser l'outil qui s'appelle Annotations.
et là, tu pourras mettre du coup les load balancers. En général, moi, ce que je fais, enfin, ça va dépendre, mais si on utilise un cloud provider, par exemple, moi, je mets mes certificats sur l'outil SSL du cloud provider, et en fait, on peut directement associer un certificat à un load balancer. Ce qui veut dire que là, la liaison entre le certificat et le load balancer, elle va se faire directement par Kubernetes parce qu'il va chercher le certificat soit dans AWS, soit dans GCP. Mais il se fait en tout cas au niveau du load balancer, il se fait pas au niveau des pods. Alors, il y avait une question au tout début d'Igor que je n'avais pas vue. Quels sont les autres packaging helpers de conteneurs autres que Docker qui existent et à quel degré de maturité? Alors, pour les packages, c'est vrai que Docker, c'est un peu la référence. Alors après, pour les packaging, on a également LXC qui peut être pas mal. C'est les Linux containers d'ailleurs. Je crois que c'est sur quoi va se baser Kubernetes plus loin. Donc, on a LXC. Après, on a container, on en a d'autres. Je ne suis pas vraiment spécialiste des containers. Moi, je reste sur du Docker parce que ça marche très bien. Mais après, LXC, c'est un peu la solution qui a l'air d'être plus, on va dire, native et qui commence un peu à être poussée. Mais bon, après, je n'utilise pas d'autres conteneurs, j'utilise très souvent du Docker, parce qu'en général, l'avantage Docker, c'est qu'aussi, bah, il y a beaucoup de personnes qui savent faire du Docker. Donc, quand on veut recruter ou travailler à plusieurs, c'est vrai que c'est toujours bien de faire, d'utiliser des outils qui sont partagés. Les secrets sont stockés dans quel endroit et comment y accéder? Les secrets, il y a deux possibilités. Soit on utilise un système externe, donc là, un HashiCorp Vault, GCP Secrets, etc. Soit on utilise les secrets de Kubernetes qui nous permettent de stocker des secrets. On a aussi on a la possibilité d'avoir des secrets. Par défaut, chaque compte de service sur GCP, sur Kubernetes a un token. Et donc, les secrets, on peut également les stocker sur Kubernetes. Comme ça évite de les mettre dans le code. Sachant que sur Kubernetes, vous avez aussi tout ce qui est accès basé sur les rôles, tout ce qui est enfin, tout ce qui est rôle, tout ce qui est compte de service. Donc là aussi, vous pouvez mettre en place toute cette partie sécurité. Est-ce que les certificats SSL peuvent être renouvelés automatiquement? Oui, si on utilise un service externe comme Amazon Certificate Manager ou GCP, ils peuvent être renouvelés automatiquement. Si ce n'est pas le cas, bah, dans ce cas, il faudra modifier soi-même au niveau du service pour remettre les nouveaux certificats. C'est pour ça que là, c'est mieux dans ce cas-là d'avoir un service externe qui nous génère automatiquement les certificats. Ok, alors bah, du coup, j'espère que ça vous a plu. Euh, On vous enverra justement la présentation et les codes après pour que vous puissiez tester. Sachant que là, vous pourrez même tester sans avoir d'image Docker parce que la mienne, elle est publique sur Docker Hub. Mais on vous enverra des codes pour que vous puissiez tester par vous-même et d'ailleurs l'adapter pour votre API. Parce que derrière, au final, ça fonctionne pareil, hein. Moi, au final, les API que j'exécute, en tout cas les API REST classiques, elles sont pas si différentes. Il y a quelque chose de différent, il y a quelques petites spécificités, mais au final, c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire un deployment et un service, et après, ça marche très bien. Même si, évidemment, il faut mettre l'autoscaling après, mais bon, là, c'est un peu court en 1 heure, mais en tout cas, après, on a pas mal de possibilités, on peut vraiment s'amuser pour toute la partie mise en production. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup, Maxime, encore une fois, pour ce webinaire. Et d'ailleurs, pour celui d'avant et celui d'avant, on rappelle, c'est le troisième webinaire qu'on a fait avec toi et avec Blent. Ça fait plaisir, du coup, tous ces merci. Je vois que ça vous a plu. On vous a mis aussi le sondage, du coup. Je vois que vous avez déjà répondu au sondage, donc c'est parfait. Donc, comme Maxime vous l'a dit, on vous renverra un mail avec les ressources, le replay, et de toute manière, vous allez recevoir le replay aussi sur YouTube. Merci beaucoup pour la présentation. Oui, merci beaucoup Geoffrey, merci Thibaut. Donc, moi, je vous rappelle qu'on a du coup le partenariat avec Blend, et du coup, pour bénéficier de l'offre exclusive qu'on a avec Blend, vous aurez toutes les informations directement sur votre profil Comet. Et donc, c'est un discount sur l'ensemble des offres Blend. Voilà, merci beaucoup, Ogba. Je mets un petit message. Hop, hop, hop. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Maxime, encore une fois. J'espère que bon, on a déjà fait 3 webinaires avec vous. Peut-être qu'on en pourra en faire à nouveau, bientôt. Un petit mot pour la fin? Bah, en tout cas, merci de m'avoir accueilli pour ces 3 webinaires. On l'a fait un peu, ce webinaire surtout, on l'a fait vraiment un peu dans la même, veine que Blend, c'est-à-dire vraiment, on apprend toujours avec de l'application, avec de la pratique et c'est vrai que, nous, c'est un plaisir aussi, de découvrir et de faire partager des nouveaux outils ou en tout cas très utilisés comme Kubernetes. Donc en tout cas, merci beaucoup, d'avoir été là pendant cette présentation. Ça nous fait très plaisir, donc toujours de partager, avec tous les membres de la communauté. Parfait. Merci beaucoup encore Maxime et merci à tous les participants. À très vite. Bonne journée à Merci, tous. bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.